L'affaire Epstein n'en finit pas de défrayer la chronique. On le rappelle, ce scandale porte le nom de son principal instigateur, l'homme d'affaires américain Jeffrey Epstein, à la tête d'un gigantesque réseau de trafic sexuel pédocriminel, au moins 1 millier de victimes, essentiellement des femmes mineures ou jeunes adultes. En 2019, Jeffrey Epstein est retrouvé mort pendu dans sa cellule et l'enquête est close en juillet 2025. Tout aurait pu s'arrêter là, mais en novembre dernier, une loi votée au Congrès contraint le ministère de la Justice américain à publier les documents liés aux investigations. Depuis, les révélations pleuvent et mettent en lumière une affaire qui éclabousse les élites de nombreux pays, dont la France. Jack Lang la semaine dernière, ce matin Fabrice Edan, un diplomate français visé en 2013 par une enquête du FBI et de l'ONU pour des soupçons de consultation de sites pédopornographiques. La liste des personnalités françaises impliquées ne cesse de s'allonger. Pour en parler, nous sommes avec Arthur Pouliken, docteur en sciences politiques, auteur d'un article consacré à ce sujet sur le média Le Vent se lève. L'entretien, c'est tout de suite. Arthur Pouliken, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau du Média. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Les liens entretenus par Jeffrey Epstein avec tant d'hommes d'influence en France, pour vous, ça révèle quoi ? Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un réseau qui touche à différentes sphères, hein, pas uniquement financières, mais également politiques, dans le milieu également intellectuel, dans différents segments finalement de la société, en tout cas différents segments des élites. Donc c'est un réseau qui est très transversal et ce qui est assez impressionnant, c'est que Jeffrey Epstein passait un temps considérable à l'entretenir par le biais d'emails, mais aussi de dîners, etc. Et son appartement parisien rue Foch était justement l'un de ses points de passage privilégiés, puisque si on regarde une carte de ses déplacements en avion, il y passe très souvent. Ce qui implique donc qu'il a un intérêt local assez marqué, de nombreux contacts à valoriser, à démarcher, etc. Donc, forcément, justement, le grand nombre de personnes potentiellement impliquées doit nous interpeller, je pense. Et dans l'article que vous avez publié la semaine dernière sur Le Vent se lève, au début de l'article, vous retracez un peu la genèse de la carrière de Jeffrey Epstein. En quoi ça éclaire cette affaire ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur la manière dont il se construit lui-même en tant qu'homme d'affaires, avant qu'on le connaisse donc, pour cette réputation de pédocriminel Oui, ce qui est intéressant, c'est que finalement, à part peut-être 2 années dans un lycée, pour lequel d'ailleurs il est débarqué pour incompétence, euh, toute sa carrière, depuis donc la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à 2019 en tout cas, est marquée finalement par un travail que l'on peut qualifier d'improductif. C'est-à-dire que c'est un escroc, c'est une personne qui passe son temps à construire des montages financiers pour essayer de se positionner, de faire du bénéfice, etc., qui est très doué dans l'entre-gens, dans la mise en contact, en relation, probablement également en pression et en chantage, on peut l'imaginer au regard de son réseau. Cependant, même s'il arrive à se placer toujours, ce qu'il aura fait finalement en 40 ans de carrière aboutit à quoi À accumuler une fortune énorme et de très nombreux contacts, avec parfois des retombées philanthropiques comme il est de coutume aux États-Unis. Mais à aucun moment de sa carrière, il n'a été justement dans un travail qui peut être productif. C'est très marquant, non pas parce que c'est quelque chose de particulièrement original, mais ça représente un certain type de profil que l'on peut trouver justement dans la finance. Et donc, au-delà justement de la question du trafic d'êtres humains, etc., toute sa carrière ne tient que sur le réseautage, sur la mise en contact et le démarchage des bonnes personnes, des bons leviers, et par une envie qui semble justement sans limite de faire partie du beau monde. Et alors justement, toute cette question donc de réseautage et de réseau qu'il a construit, est-ce que pour vous, ça en fait un profit unique ou au contraire un profit semblable à d'autres hommes d'affaires aux États-Unis ? Non, comment dire, il pousse presque jusqu'à la caricature certains traits, mais que l'on retrouve justement de manière assez partagée dans ces cercles-là, c'est-à-dire une capacité à toucher très nombreuses personnes, à bien se situer, etc. Lui n'étant pas un héritier, venant d'un milieu assez modeste, il s'élève justement par cette capacité à se positionner, à serrer les bonnes mains et entretenir les bons réseaux. Mais en soi, justement, cette sociabilité élitaire, elle est quelque chose de partagé. Lui, il en a compris les codes et il a su l'utiliser au maximum, que ce soit justement pour ses perversions, mais aussi simplement pour accumuler une fortune de manière tout à fait classique. Et en cela, il représente un profil que l'on peut trouver ailleurs et qui est malheureusement assez commun.
Mm. Vous dites de Jeffrey Epstein que sa position centrale dans le réseau de pédocriminalité faisait de lui quelqu'un de corrompu et corrupteur. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous voulez dire que c'est lui qui poussait ses amis, etc., et ses fréquentations à commettre des actes criminels ou qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faudrait pas, je pense, l'envisager dans ce sens-là, puisque ça correspondrait finalement à considérer qu'il n'y a de culpabilité que chez cette personne-là et que tous les autres personnes qui ont participé à ces activités seraient quelque part des victimes, Mhm. ce qui n'est pas du tout le cas. Il est presque certain, par contre, même si là encore il y a un gros travail journalistique, judiciaire et politique à faire sur le sujet, il est presque certain que quelque part, ça, comment dire, justement ce trafic d'êtres humains qui est au centre de ces activités participait d'une, comment ça s'appelle, une compromission des personnes qui y participaient. C'est-à-dire que on sait, par exemple, sur son île de Little St. James, tout était filmé, etc., qu'il tenait des listes bien précises de ses invités. On peut imaginer, et en tout cas c'est la confession qu'il faisait à plusieurs personnes qui en ont témoigné dans les dossiers, que c'était une manière également d'entretenir des leviers de pression éventuels sur les gens qu'il fréquentait. Ce qui n'est quelque part pas très surprenant, mais il le faisait avec, on va dire, l'assentiment de toutes les personnes qui ont participé à ces activités et qui auraient très bien pu dire non et qui, au contraire, avaient l'air de vouloir le fréquenter pour ces raisons-là exactement, ou en tout cas pour celles qui étaient au courant et qui ont pu être impliquées dans le pire de ces activités. Donc il y Et a une un grande espèce part, d'échange. probablement, le fréquenter sans, en tout cas, trouver quoi que ce soit de répréhensible à ces activités. Donc c'est un peu, ce serait un peu une sorte d'échange de bons procédés entre lui et ceux qui fréquentaient. Quelque part, et c'est là l'aspect qu'il faudrait justement éclairer et qui est peut-être le plus compliqué à traiter dans cette affaire, c'est à quel point justement, quelle rétribution il a pu avoir. On sait qu'il a pu bénéficier justement d'informations notamment financières, je pense au bail-out européen, après la crise de 2008, en avant-première, donc c'est-à-dire du délit d'initié, ce qui a fait tomber d'ailleurs certaines personnalités en Angleterre. D'autre part, il est tout à fait possible qu'il ait pu bénéficier justement de contacts non seulement financiers, mais également politiques, judiciaires, etc., grâce à cela. Après, ce qui tient justement des simples liens d'amitié dans les élites ou de chantage, ça reste à déterminer. Et malheureusement, il est possible que, sans même qu'il y ait forcément de chantage, simplement des liens interpersonnels ont pu jouer en sa faveur pendant très longtemps. Ce qui expliquerait pourquoi ces activités ont été protégées pendant si longtemps. Alors justement, ça m'amène à ma question suivante. Est-ce que vous pensez que le silence relatif de la classe politique dans cette affaire, il cache aussi peut-être une peur de ces hommes d'être emportés par la chute du système Epstein, entre guillemets? Quelque part, si on prend le cas français, il était assez intéressant de regarder justement la défense de Jack Lang par ses avocats, qui, comment dire, en prenant acte du fait qu'il se retire justement à la direction de l'Institut du monde arabe, dénonçait, comme il est de coutume, la meute médiatique, la tendance au lynchage, etc. On a l'impression que ce sont les personnes qui sont citées qui sont les vraies victimes de l'histoire finalement. C'est quelque chose d'assez marquant. Il y a une sorte de réflexe de défense par des personnes qui pourtant sont probablement tout à fait innocentes là-dedans, mais de considérer que ça pourrait leur tomber dessus un jour. Que sans même qu'il y ait finalement de bonnes raisons, elles pourraient être emportées par le scandale, etc. Comme si c'était quelque chose de commun et comme si finalement la présomption de culpabilité était plus forte aujourd'hui dans nos sociétés que la protection de telles personnes. C'est une sorte d'inversion qui est assez dingue à mon sens, dans la mesure où finalement il y a quasiment aucune personne qui ait perdu son poste et encore moins qui a été condamnée dans cette histoire-là, surtout en France, hein, à part Jack Lang qui a lui-même démissionné, il n'y a pas eu d'autres condamnations ou d'autres personnes démissionnées pour ces postes, leur participation ou leur contact avec Jeffrey Epstein. Donc ce qui est particulièrement troublant, c'est ce réflexe collectif de se sentir mis en accusation par les demandes de justice, pourtant légitimes, visant les personnes citées dans cette affaire. Et est-ce que vous pensez que c'est la même chose du côté, entre guillemets, des élites médiatiques? Car dans l'article, vous dites, je cite, vous parlez du relativisme affiché par un certain nombre de commentateurs et éditorialistes. Pour vous, c'est la même Ouais, chose qu'au absolument. niveau des Ça élites a été assez politiques? troublant de constater la couverture médiatique de l'affaire, qui soit cherche justement des justifications le plus loin possible de la France et si possible même chez des adversaires déclarés, puisque ça permettrait de simplifier les choses et encore une fois, une sorte de complotisme militaire, de tout expliquer par un adversaire bien identifié. Alors, en l'occurrence, ça peut être les Russes, mais ça peut être n'importe qui. Ce qui est une piste intéressante, hein, mais pourquoi plus celle-ci que d'autres pays. Et d'autre part, oui, effectivement, il y a un certain relativisme qui a été assez frappant. On a vu quand même, dans différentes émissions, sur différents plateaux télé ou dans des interviews, des éditorialistes et journalistes considérer qu'il ne faut pas aller trop vite, que être cité dans cette masse de documents ne signifie rien.
je veux bien l'entendre, mais il y a tout de même justement une impunité pendant des dizaines d'années et un nombre de personnes citées pour des faits extrêmement graves, trafic d'êtres humains, détournement enfin en tout cas délit d'initiés, etc. Peut-être même des meurtres, en tout cas tout ça reste à déterminer, mais potentiellement des faits extrêmement graves. Et il y a une impunité qui a été terrible. Donc quelque part, ce relativisme est assez frappant puisqu'il dit quelque chose justement de la conscience de classe, en tout cas d'appartenance à une même classe de ces personnalités, oui. Alors, est-ce que justement, cette réaction, elle s'expliquerait pas peut-être par cette peur de perdre cette impunité dont ils bénéficiaient jusqu'alors? Si, mais plus que l'impunité, j'ai l'impression qu'il y a une inquiétude de perdre la maîtrise du récit. C'est-à-dire de ne plus être les personnes qui sont justement du bon côté du bâton en termes, en tout cas, narratifs. C'est-à-dire que l'affaire Epstein, justement, parce qu'elle n'a pas été parce qu'elle n'a pas été prise en charge réellement par les médias, notamment français, durant les dernières années, a été traité principalement par justement différents journalistes indépendants, influenceurs, politiques, etc. Ce qui a donné le meilleur comme le pire, mais ça a conduit les médias finalement à arriver dans un second temps, et non à ne pas du tout jouer leur rôle de lanceur d'alerte. On sait également que les services de renseignement français, par exemple, avaient accès justement au dossier depuis 2019. On peut se demander justement pourquoi rien n'en a été fait. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a rien à en tirer, ou est-ce que c'est parce que justement il était potentiellement explosif pour différentes personnalités? Ça, ce sont encore des choses qui restent à déterminer. En tout cas, il y a là quelque chose qui est, encore une fois, assez frappant, je trouve. Je ne sais pas s'il y a justement une peur de perdre cette impunité, mais en tout cas, il y a une réticence réelle à mettre en lumière tous les aspects de l'affaire et à la considérer dans sa dimension d'affaires politiques et pas simplement de scandales sexuels qui auraient pu être taris avec la mort des principaux intéressés en France et aux États-Unis. Dans votre papier, vous parlez aussi beaucoup de complotisme. Alors justement, l'affaire Epstein, de par la taille démentielle du réseau, toutes ses ramifications internationales, c'est forcément le terreau de nombreuses théories du complot. Comment est-ce que vous analysez ça, vous? Je pense qu'il y a un concept qui a été développé il y a de cela 3 ans, en 2023, par des chercheurs de l'Université de Cambridge, qui s'appelle le Need for Chaos, le besoin de chaos, qui est assez intéressant justement à articuler avec cette affaire. C'est l'idée selon laquelle de nombreuses personnes qui vont partager des théories complotistes, des fausses informations ou des rumeurs qui auraient comme point commun d'aller contre le pouvoir, contre la narration officielle, contre le discours, enfin contre l'ordre établi, on va dire, peu importe comment on l'entend. En fait, ça ne tiendrait pas tant à une croyance réelle dans ces rumeurs ou dans ces fake news, etc., mais plutôt d'un besoin finalement justement de mettre enfin un peu d'être poil à gratter et d'aller mettre en accusation justement les dirigeants. J'ai l'impression que l'affaire Epstein, on est en plein dedans. C'est-à-dire que, évidemment, il y a eu un foison de théories complotistes autour de cette affaire. Et il est encore d'ailleurs, c'est pas encore pour certaines thèses, certaines hypothèses, si on est en plein délire ou s'il y a un fond de vérité, etc. Mais il y en a un certain nombre qui, évidemment, sont complètement délirantes. Mais on va dire c'est parce que l'affaire s'y prête. Jeffrey Epstein, dans sa correspondance qui est absolument d'une densité folle, parle de la guerre en Libye et des sociétés qui vont faire leur business là-dessus, évoque la question des microtransactions dans les jeux vidéo, parle justement de cérémonies, discute avec des princes, discute avec des personnalités du monde scientifique et de la recherche, avec des politiques, parle du financement des partis souverainistes en Europe, etc. Enfin, cette variété de sujets qui est traitée dans des échanges de mails dit quelque chose d'intéressant d'une sociabilité élitaire, mais vu qu'une grande partie est caviardée et que beaucoup de documents ne sont pas encore accessibles, évidemment, cela alimente énormément de théories du complot, puisque l'imagination va compenser, on va dire, ce qui n'est pas accessible en termes d'information. Et en plus, ça joue sur énormément de ressorts qui forcément nous intéressent la grande majorité de la population. Ça touche à toutes les angoisses du siècle, et c'est normal que les biais, on va dire, de confirmation marchent à fond là-dedans. On a quand même des personnes justement qui appartiennent aux principales élites de nos sociétés, mises en réseau autour d'une des histoires les plus sordides des 10 ou peut-être 20 dernières années. Donc il y a là évidemment quelque chose qui alimente les théories du complot, mais qui ne doit pas pour autant empêcher d'en saisir justement la dimension catastrophique et gigantesque en termes politiques. Oui. Pour vous, en fait, quand bien même il y a ce côté théorie du complot, il ne faut pas oublier aussi que c'est des personnes qui ont effectivement dans les mains une très grande influence, quoi, de par leur réseau notamment.
Ouais, tout à fait. Et puis, on va dire, les théories du complot sont également nourries par le fait qu'il y a un refus justement assez marqué de vraiment faire la lumière sur l'affaire. Et je dis ça avec, nous avons eu aujourd'hui justement la présidente de l'Assemblée nationale, il y a une bonne Pivet, qui s'est opposée assez frontalement à l'idée d'une commission d'enquête d'enquête parlementaire sur le sujet, en considérant qu'il s'agissait d'une simple affaire judiciaire. Bon, ça c'est enfin, je veux dire, on ne peut pas faire mieux pour alimenter le complotisme, évidemment. On a l'impression que ces gens-là ont quelque chose à cacher. Je veux dire, tant que la transparence ne sera pas de mise, évidemment, tout ça va alimenter l'idée qu'il y a un complot et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont compromises là-dedans. C'est une logique qui est assez imparable. Je voudrais vous demander pour conclure, est-ce que vous pensez que malgré tout, tout ce qu'on vient d'évoquer, est-ce que ces révélations elles pourraient avoir un impact plutôt positif sur la société dans l'avenir? Si on voit le verre à moitié plein, on peut l'espérer, en imaginant en tout cas que si une certaine impunité de certaines parties des élites vole en éclats, au moins sur le plan réputationnel, à défaut d'avoir un certain nombre de personnes en prison, ou perdant leur poste en tout cas, on peut imaginer que ça puisse pousser certaines personnes à réfléchir à deux fois à leurs actes, etc. Malheureusement, je ne suis pas si optimiste et j'ai l'impression que des réflexes de défense collective marchent à fond, que des contre-feux sont allumés, que des manières justement de divertir l'affaire pour en faire une simple série, soit de délire conspirationniste, soit de questions people finalement, fonctionnent. Et donc on peut s'inquiéter justement que le soufflet retombe petit à petit et que finalement on oublie un peu les conséquences de cette affaire pour laisser place à la suivante. Après, au vu de la dimension qu'elle a prise aujourd'hui, je pense tout de même qu'il y aura encore justement un certain nombre d'informations, simplement quand les médias et la justice auront fait leur travail, qui vont remonter à la surface et on peut espérer que cela ait des conséquences. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau du Média TV, Arthur Pouliken. Merci à vous. Donc, je rappelle, vous êtes docteur en sciences politiques et vous avez écrit un article donc, consacré à l'affaire Epstein sur le média Le Vent se lève. Merci.